On termine cette édition avec Hervé Lejouan, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Pour un regard sur la confidentialité de nos données personnelles. Alors, en matière de privacy, de protection donc de la vie privée à l'ère du numérique, vous allez forcément me dire, Hervé, que c'était mieux avant. Ah oui, je vais être obligé de commencer par ça en disant qu'effectivement, avant l'avènement de l'Internet, on va prendre ça comme point de départ, avant l'avènement de l'Internet, nos communications, qu'elles soient orales, on va dire, et puis après il y a eu le télégraphe, et puis après il y a eu le téléphone filaire, enfin toutes ces communications étaient très privées. Et mis à part quelques mises sur écoute par des services secrets ou des gouvernements, c'était réellement des communications privées. Et puis est arrivé aussi, et puis on utilisait depuis la nuit des temps aussi ce qu'on appelait déjà le codage ou le chiffrement des messages qui permettait, lorsqu'on envoyait un message de l'autre côté de la France ou autre, s'il était intercepté, il ne pouvait pas être lu et transformé. Et puis on se souvient aussi, et ça c'est plus récent, mais en 1929, il y a une première machine nommée Enigma qui a été utilisée par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale pour commencer à chiffrer justement des messages lors d'envoi par télégraphe, et qui a été déchiffré justement par ce qu'on peut considérer comme le premier ordinateur, celui-là de Turing. Ouais. Donc on voit bien qu'il a commencé à avoir une évolution, mais après finalement, dès que l'Internet est arrivé, donc dans les années 90, pas grand-chose, mais dès qu'il y a eu ADSL, et puis la 3G, la fibre, la 5G, tous ces réseaux rapides, avec l'augmentation des données, et là effectivement, on a commencé à laisser des traces numérisées un peu partout, et finalement, là, ça a commencé à avoir un impact sur notre vie privée avec l'explosion des cookies, avec l'explosion d'un certain nombre de choses qui ont fait que il y a eu une période un peu là-dessus bizarre. Cookies, réseaux sociaux. Cookies, réseaux sociaux. On pourrait dire que c'est pire qu'avant. Aujourd'hui, oui, ça devient très complexe, mais quelque part, on va dire qu'entre 2002 et 2014, il y a eu justement cette période où il n'y avait pas grand-chose de chiffré en fait sur Internet. HTTP était utilisé, pas trop HTTPS. On utilisait pour communiquer le SMS, pas chiffré. Donc finalement, tout était ouvert et tout le monde pouvait se servir. Effectivement, les entreprises ont été les premières à se servir avec les cookies et des tracking de comportement, mais aussi les gouvernements aussi qui pouvaient lire toutes les communications de tout le monde avec les opérateurs. Donc on était bien dans ce monde mais après finalement, à partir de 2015, la vie privée quand même a commencé à devenir quelque chose d'important, et il y a eu l'explosion de ces fameuses applications de messagerie chiffrée, que ce soit WhatsApp, qui avait déjà grossi, mais là l'explosion elle est intervenue à ce moment-là, et puis Signal et Telegram qui sont arrivés, et là qui garantissaient aux utilisateurs que toute leur communication était chiffrée et ne pourrait pas être interceptée. Et là, donc, on est rentré dans une nouvelle ère, mais bien sûr, avec des usages à côté qui n'étaient pas forcément des usages licites, terroristes, les trafiquants de drogue, enfin, toutes les choses illicites ont trouvé aussi un terrain de jeu pour se développer et se déployer. Mais ce qui a fait que les gouvernements, finalement, ils ont compris aussi qu'ils pouvaient utiliser ces technologies, mais aussi commencer à revenir en arrière potentiellement sur la notion de chiffrement, en disant « Ah, mais oui, mais finalement, ces clés qu'on ne peut pas déchiffrer, il faudrait les diminuer pour qu'on puisse déchiffrer l'info, pour être sûr qu'on peut lutter contre les réseaux illicites, et ainsi de suite. » Donc, il a commencé à avoir une bataille à ce niveau-là, et on voit bien avec l'arrestation aussi de Pavel Durov, les enjeux que ça peut poser, et de Telegram, les enjeux que ça peut se poser, effectivement, au niveau privé et liberté d'expression. Comment vous voyez les choses évoluer ? Pas très positivement, à vrai dire, parce que on voit déjà d'un point de vue, si on regarde le chiffrement, il y a l'ordinateur quantique qui arrive, et l'ordinateur quantique, demain, il va pouvoir rendre caduque 90% des clés et des chiffrements qui sont effectués aujourd'hui. Il va pouvoir en créer des plus robustes aussi. Oui, on va pouvoir en créer des plus robustes, mais il va y avoir une période intermédiaire qui peut être très, très, très risquée et très dangereuse. Et bien sûr, les gouvernements vont utiliser, et utilisent déjà un peu ces technologies pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a l'IA. L'IA aujourd'hui, avec les capacités, avec les GPU et compagnie, on va être capable, avant la NSA et tous ces organismes en fait utilisaient beaucoup d'analystes pour analyser les données. Aujourd'hui, l'IA va le faire en temps réel. Donc on va pouvoir suivre des dizaines, des centaines de millions de personnes en temps réel sur leur activité. Dernière chose,
Vous allez me parler des caméras de vidéosurveillance, non? Parce qu'on les a vues Bah pendant les JO. Bah oui, on les a vus pendant les JO, les caméras de vidéosurveillance, aujourd'hui la domotique, nos voitures automatisées. Donc on rentre dans un cadre extrêmement numérisé en fait, qui fait que peut-être que d'ici une petite décennie ou 2 décennies, la notion de vie privée sera une notion qu'on aura oubliée. Eh bien, quelle rentrée, dis donc, Hervé. Ouais. Allez, on va espérer que ça se passe un peu mieux. Merci beaucoup, Merci. Hervé Le. Je vous remercie à vous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur la tech. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.